Valérie Pécresse est l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse. Et c'est Nadège Puljac aujourd'hui qui vous interrogera sur l'installation de Nicolas Sarkozy que vous avez soutenu à la tête de l'UMP. Dailymotion nous accompagne également comme chaque semaine et Perrine Tarnot. Et là également, nous la voyons, Perrine Tarnot de Public Sénat qui, elle, vous interrogera en tant que présidente du groupe UMP au Conseil régional d'Île-de-France. Et j'ai vu que dans le nouvel organigramme de votre parti, Valérie Pécresse, vous êtes en charge de coordonner cette campagne des régionales dans un an maintenant, même si vous êtes déjà en campagne sur le terrain. Non, je suis dans l'opposition active. Vous êtes dans l'opposition. D'abord, bien sûr, le soulagement. Après la libération de Serge Lazarevic, la fin d'un calvaire donc de 3 ans pour le dernier otage français dans le monde, la méthode Hollande donc a fini par obtenir un résultat que tout le monde attendait. Je crois qu'il faut se réjouir du retour des otages et se réjouir de ce que l'État français ait fait le maximum pour eux. Mais François Hollande aura quand même là plusieurs libérations à son actif. Et là, il n'y a plus aucun otage français détenu dans le monde, je le disais. C'est vrai, et il faut saluer aussi tout le travail de nos diplomates et de nos médiateurs et de nos services. Bon, c'est difficile de saluer l'action du chef de l'État, Valérie Pécresse? Non, mais je pense que c'est effectivement vrai, mais je le reconnais, je m'en félicite, et je le félicite aussi de les avoir libérés. Simplement, je trouve qu'aujourd'hui, la situation est tellement grave pour tous les Français que c'est vrai que bon, j'aurais aimé beaucoup de choses de François Hollande cette semaine. Oui. Alors et là, manifestement, il est porté par une bonne séquence à l'international, comme l'on dit. On l'a vu en Guinée, c'est le premier dirigeant occidental à s'être rendu dans un pays touché par Ebola. Et puis à Moscou, il y a eu cette rencontre impromptue avec Poutine. Oui. Ça a fait plusieurs choses positives. Oui, c'est positif, c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un feu de paille. Il ne suffit pas d'une petite rencontre entre deux portes ou d'un crochet par Moscou pour changer les relations du tout au tout entre la France et la Russie. Et je pense que cette relation franco-russe, elle est absolument indispensable pour résoudre toute une série de conflits qui nous préoccupent au plus haut point, que ce soit en Ukraine, mais aussi, on le sait bien, au Proche et au Moyen-Orient. Alors, dans la foulée de la libération de notre otage, donc, qui était détenu depuis 3 ans, je le disais, par des islamistes, il y a quand même une période de danger liée à la radicalisation. Manuel Valls vous accuse, Valérie Pécresse, de lui tendre un piège en voulant empêcher le paiement par autrui des amendes qui frappent les femmes qui portent le voile intégral dans notre pays. Que répondez-vous au Premier ministre? Vous avez voulu, par habileté, c'est aussi un mot qu'il a utilisé, lui tendre un piège. Mais il n'y avait aucun piège dans ma question. Moi, je sollicitais. Alors, vous m'avez dit que c'était difficile pour moi de saluer l'action du président de la République. Non. Mais là, en revanche, c'était difficile, visiblement, pour le Premier ministre de soutenir une proposition de loi que j'ai déposée pour empêcher qu'il y ait détournement de la loi anti-voile intégral. Que Manuel Valls avait voté en son temps. Que Manuel Valls avait été un des rares socialistes à voter. Et cette loi contre le voile intégral, c'est pas n'importe quelle loi. C'est une loi qui protège la dignité de la femme, qui refuse les fondamentalismes. C'est une loi qui est partie de notre pacte républicain. Et cette loi est bafouée. Elle est bafouée par un provocateur qui a décidé d'aller payer systématiquement les amendes des femmes qui ont été verbalisées. Et moi, je demandais qu'on crée un délit d'entrave à la loi pour tous ceux qui mettraient au point des stratégies qui empêcheraient les lois de la République de s'appliquer. Une loi juste contre un homme, en fait. Non, c'est une loi qui est générale, c'est une loi qui empêcherait toutes les stratégies d'entrave à la loi. C'est très important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la République, elle est défiée à de nombreuses reprises. Elle a été défiée, par exemple, par l'humoriste Dieudonné quand il a fait un certain nombre de spectacles dans lesquels voilà, on lui interdisait de déraper. Il dérapait systématiquement. Mais comme il n'y a pas de censure a priori, il défiait la République. Il y a toute une série de moments où on voit la République être défiée. Là, en l'occurrence, elle est défiée par ce provocateur, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire de publicité, mais elle est défiée par ce provocateur qui va payer des amendes à la place des femmes en voile intégral. Et du coup, évidemment, on a des femmes qui sont multirécidivistes. Et le sentiment que cette loi anti-burqa, qui a été voulue par la représentation nationale, elle est
bafouée. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Quand la République recule, les extrêmes montent. Quand la République recule, le discrédit des politiques augmente. C'était pas un piège vis-à-vis de Manuel Valls. Il aurait dû le comprendre, lui qui a toujours été très prompt à défendre la laïcité dans notre pays. Alors Manuel Valls va dévoiler à la fin de la semaine un agenda de réforme. C'est pour la fin du quinquennat. Est-ce que vous êtes rassuré, donc après les pressions de Bruxelles, après également les avertissements d'Angela Merkel, mais également de l'UMP qui l'a accusé de hollandisation. Voilà, il va donc mettre sur la table son agenda de réforme. C'est une plaisanterie. Moi, j'ai entendu Manuel Valls il y a 2 jours à la télévision, et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit « je veux durer », il nous a dit « je veux rester jusqu'à la fin du quinquennat ». Mais on n'a plus du tout entendu le mot réforme. Les réformes, elles font toutes pchit. La loi Macron, il n'y a plus le relèvement des seuils sociaux qu'attendaient tellement d'entreprises. Et j'étais à midi avec une PME de 48 salariés qui m'a dit « ah, j'attends la loi Macron avec impatience ». Je lui ai dit bah, « c'est fini ». C'est fini la loi Macron. Il y a encore des éléments. Il n'y a plus de relèvement des seuils, alors que c'était une promesse oui. du discours de politique générale du Premier ministre. Le travail le dimanche, on nous dit on va passer de 5 à 12, et puis finalement, les socialistes nous disent on ramènera à 7. Donc ça veut dire qu'on va passer de 5 à 7. Donc vous voyez bien que c'est des lois qui font pchit. La loi Macron, elle crispe un certain nombre de professions, mais elle ne ramènera pas la croissance parce qu'elle n'est pas du tout assez puissante. Donc tout cet agenda de réforme est en train de s'évaporer. Tout simplement. L'utopie réformatrice ou l'euphorie réformatrice de Manuel Valls est en train de s'évaporer. Vous êtes déçu parce que vous y avez cru, donc vous nous dites... Ah ben moi j'avais été de ceux qui avaient dit s'il y a des choses bonnes, je les voterai sans état d'âme. Surtout en matière économique, je pense que voilà, il y a des sujets qui sont ni de droite ni de gauche. Si on parle de réforme des retraites, si on parle d'équilibre budgétaire, si on parle voilà, d'un certain nombre de réformes que la gauche a faites dans les grands pays. En Allemagne, en Grande-Bretagne, c'est la gauche qui a fait ces réformes de structure. Donc si Manuel Valls avait eu le courage de ses discours, eh bien j'aurais voté un certain nombre de choses. Mais ça n'est pas le cas. Et je ne vous parle même pas de la réforme territoriale, où on s'y retrouve plus. On retrouve plus ces petits. Et vous-même, Valérie Pécresse, vous êtes favorable à combien de dimanches autorisés pour les commerces dans notre pays? 7, 10, 12 tous? Mais moi, d'abord, je serais pour quelque chose d'un système très simple, parce que dans la loi Macron telle qu'elle est prévue, il y a toute une série d'autorisations à demander. Quand vous commencez à demander des autorisations, vous n'avez qu'une seule certitude, c'est l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est injuste. Ça veut dire que vous allez vous retrouver comme aujourd'hui. La décision du maire est arbitraire. La décision du préfet, souvent. Non, mais parce que, par exemple, je vous donne un exemple en Ile-de-France que je connais bien. Oui. Vous avez Aéroville, près de Roissy, qui est ouvert tous les dimanches, et vous avez Gare au Nord, Villepinte, qui n'est pas ouvert. Donc pourquoi vous aviez toutes les bisbilles entre le bricolage et le jardinage. Et évidemment, on retrouvait dans les grandes enseignes de jardinage des outils de bricolage, puisque les magasins de bricolage n'étaient pas ouverts. Donc vous voyez, on arrive à des situations aberrantes. Il se trouve que moi je suis l'élu d'une ville qui est une ville de marché, une ville touristique, Versailles. À Versailles tout est ouvert le dimanche. Et pourquoi est-ce qu'on condamnerait d'autres villes qui ne sont pas villes de marché, qui ne sont pas villes touristiques, à mourir le dimanche et à être villes mortes? Et pourquoi est-ce qu'on crée des injustices? Moi, je suis pour beaucoup de souplesse, beaucoup plus de liberté dans ce domaine. Et je pense qu'en plus, c'est une question de croissance. Je l'ai vu avec mes étudiants. Si on est payé double le dimanche, si c'est sur la base du volontariat, moi, je dis chiche. En tous les cas, vous ne voyez aucun élément de relance dans la loi Macron qui sera présentée demain au Conseil des ministres. Il y a quand même une libéralisation de certaines professions réglementées aujourd'hui. Sur les professions réglementées, moi j'ai reçu les notaires, les huissiers, les greffiers, j'ai rencontré les avocats. Le sujet, c'est que c'est une formidable occasion manquée. C'est une occasion manquée. Il fallait faire un pacte. Un pacte global. Il fallait en profiter pour déjudiciariser le système judiciaire. Nous avons aujourd'hui une justice qui est embolisée par toute une série de contentieux qui prennent un temps fou. J'étais au tribunal de Bobigny la semaine dernière et le tribunal de Bobigny est un tribunal qui doit malheureusement gérer toute la misère du monde. C'est l'un des départements les plus criminogènes de France. Et c'est aussi un département où il y a une grande souffrance sociale. Eh bien, ils sont embolisés avec des permis de conduire, le permis à points. Ils sont embolisés avec des affaires familiales. Est-ce que vous savez que pour constater la séparation d'un couple, il faut une décision du juge aux affaires familiales. Et que si vous n'avez pas cette décision, vous ne pouvez pas postuler à un logement social séparé. C'est des petites choses comme ça, mais qui pourrissent la vie,
qui font attendre les Français, parce qu'il faut attendre des semaines, qui embolisent la justice et qui coûtent très cher. On aurait fait un pacte avec les notaires, avec les huissiers, avec les greffiers, pour leur confier des nouvelles missions en échange d'une baisse des tarifs ou de libéralisation. À ce moment-là, tout le monde aurait été content et on aurait fait une vraie réforme. Ce que je dis, c'est que M. Macron n'était pas prêt et qu'il n'y a pas de grande envergure réformatrice dans ce gouvernement. Vous ne croyez pas aux effets de sa loi. Il est difficile, par ailleurs... Il aurait fallu plus de travail derrière, plus de négociations, plus de temps, plus de profondeur. Alors il est difficile donc de verser dans l'optimisme quand on regarde par ailleurs tous les indicateurs économiques, mais à l'Élysée, semble-t-il, on trouve au moins 3 raisons d'espérer. La baisse du prix du pétrole, c'est vrai, et puis le niveau des taux d'intérêt et également celui de l'euro. Est-ce que selon vous, cette combinaison des 3 facteurs peut faire croire, à vous aussi, je ne sais pas, à un redressement en vue? Est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau d'impuissance se trouve François Hollande? Il en est à se réfugier derrière des décisions dont il n'est absolument ni l'auteur, ni même maître. C'est-à-dire que la baisse du prix du pétrole, c'est pas lui, la baisse de l'euro, c'est pas lui, et la baisse des taux d'intérêt, ce n'est pas lui. Mais si le contexte nous est favorable, tant mieux. Alors, justement, c'est intéressant. Il n'est responsable de rien de tout cela, mais ce sont des facteurs favorables. On est aujourd'hui sous morphine. On est comme, j'allais dire, un malade qui rentre en salle d'opération. On est sous anesthésie. On a les taux d'intérêt très faibles qui nous permettent d'emprunter, un euro très faible qui nous permet de payer moins cher, d'exporter. Oui. Donc on a aujourd'hui un contexte très favorable. Si on n'en profite pas pour faire des réformes structurelles maintenant, eh bien on rate une occasion inouïe et inespérée, on laisse passer notre chance. Et qu'est-ce qui va se passer quand les taux d'intérêt vont remonter? Parce qu'un jour ils remonteront. La banque américaine centrale a décidé de les remonter ses taux à partir de Noël. Les taux un jour remonteront, l'euro un jour remontera, le prix de l'énergie un jour remontera parce que le pétrole n'est pas inépuisable. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on sera plus sous anesthésie et c'est là qu'on va opérer. On va opérer quand le malade ne sera plus sous anesthésie, ce sera beaucoup plus douloureux. Donc des réformes tout de suite, c'est ce que vous réclamez? Mais des réformes maintenant, parce que le contexte s'y prête, et si on ne les fait pas maintenant, eh bien on aura vraiment, ce sera très douloureux demain. Est-ce que vous avez noté le vent d'hostilité qui se lève en France à l'encontre d'Angela Merkel? Même Manuel Valls considère que les disciplines européennes doivent être appliquées avec intelligence, et bien sûr il y a eu la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui lui a demandé à la chancelière de la fermer. Comment est-ce que vous réagissez? Je crois qu'on ne peut pas parler comme ça à son principal partenaire. Moi, d'abord, je crois beaucoup à la politesse. Je pense que la politesse, c'est une valeur, c'est une question d'éducation. Je considère qu'on n'a pas à injurier un partenaire de l'importance de l'Allemagne, avec lequel on a fait tant de choses et on a tant de choses à faire. Donc, injurier les gens, c'est pas la solution. C'est grossier, ça sert à rien. En revanche, moi, je souffre quand je vois l'Allemagne nous donner des leçons. Je souffre et j'aimerais. Vous lui donnez raison en même temps. Mais on n'a qu'à pas donner les verges pour se faire battre. On ne peut pas aller voir l'Allemagne et leur demander pendant 3 ans des sursis, 3 ans successifs des sursis, et en même temps dire, après avoir fait prendre des vessies pour des lanternes à Mme Merkel, parce que le gouvernement lui a promis des réformes depuis 3 ans. Manuel Valls lui a promis la réforme territoriale, elle n'existe pas. On lui a promis une réforme des retraites qui n'existe pas. On lui a promis une baisse des dépenses budgétaires qui n'existe pas. Et après, on ne peut pas l'empêcher de parler et de dire qu'elle est déçue. Je veux dire, il y a un moment, si on donne les verges pour se faire battre, eh bien on a un retour de bâton. Et c'est ce qui se passe. Mais en revanche, la germanophobie et les insultes, c'est pas digne de nous. Une question sur Lionel Jospin qui va faire son entrée au Conseil constitutionnel, donc pour remplacer Jacques Barrot. Il a pour vous la légitimité, la droiture nécessaire pour cette fonction? Il a l'expérience et la légitimité pour cette fonction. C'est un bon choix. Mais je trouve un peu paradoxal ce choix, parce que j'avais entendu dire François Hollande, mais à l'époque, il était mu par son anti-sarkozysme primaire et viscéral. J'avais entendu François Hollande dire que lui, président, il n'y aurait plus de politique au Conseil constitutionnel et qu'il souhaitait une réforme du Conseil constitutionnel. Alors, est-ce que j'ai eu des voix par le président de l'Assemblée nationale qui a fait cette nomination, alors c'est un peu paradoxal et c'est un peu à contre-courant de, je crois, les ambitions affichées par François Hollande. Mais évidemment, il s'agissait d'écarter Nicolas Sarkozy. C'était une bonne raison pour ne pas politiser à l'époque le Conseil constitutionnel, j'imagine. On va parler de l'UMP maintenant, donc avec Nadège Puljac de l'AFP. Nicolas Sarkozy a rendu visite ce mardi matin au sénateur de votre parti, qui, vous le savez, sont, dit-on, majoritairement fillonistes, comme vous, Valérie Pécresse. Paul Bouffard. Ils sont là, les fillonistes. Gérard Larcher, Bruno Retailleau, pour accueillir leur nouveau président. Oubliez l'épisode Copé-Fillon, Nicolas Sarkozy veut réconcilier. Séduire aussi un groupe UMP au Sénat qui ne l'a pas toujours soutenu.
Applaudissements, standing ovation. Pendant près d'1h30, il évoque le rapprochement avec les centristes, les questions d'identité nationale, l'islam, et met en garde les sénateurs UMP face à l'avance du Front National dans les sondages. À la sortie, Bruno Retailleau est sûr, Nicolas Sarkozy a compris la sagesse sénatoriale. Il a compris qu'on a tous souffert des divisions et qu'il était là d'abord pour rassembler. Nous lui avons indiqué qu'il y en avait marre des gestions claniques du passé et je pense que les premiers signes qu'il a pu donner depuis quelques jours, depuis qu'il est président de notre famille politique, vont dans le bon sens. Le rassemblement, d'abord, le rassemblement, c'est fondamental et c'est, je crois, ce que souhaitent tous mes amis sénateurs de l'UMP. Pour Catherine Procaccia, Nicolas Sarkozy devra prendre encore plus en considération la Chambre haute. On ne peut pas dire qu'il a beaucoup parlé du Sénat. Et Gérard Larcher lui a rappelé qu'il ne fallait pas que le Sénat soit oublié, comme il l'a été une certaine période, où ce sont les députés qui décidaient de tout, y compris sur la réforme territoriale, alors qu'ils ne sont pas les premiers concernés. Pour d'autres, il faut rester vigilant. J'ai envie de dire, il n'a pas changé. Il sait ce qu'il veut. Pour ma part, j'attends un petit peu des preuves de sa volonté d'ouverture, de modération aussi, de respect des diversités. Par contre, il a été moins clair, j'ai trouvé, sur les primaires, et je le regrette un peu, parce que je crois que c'est un rendez-vous démocratique avec l'ensemble des Français, qui pourra être une étape importante de reconstruction de l'UMP. Pas très clair sur les primaires pour 2017. Nicolas Sarkozy l'a dit, il abordera le sujet après les régionales dans un an. Voilà, Nadège Puljac nous a rejoint. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Madame Pécresse, vous avez entendu, Fabienne Keller a l'air très inquiète sur la primaire, parce que Nicolas Sarkozy a dit ce matin aux sénateurs: nous organiserons la primaire après les élections locales. Les élections locales, c'est décembre, n'est-ce pas? Vous êtes, pour les dernières, les régionales, c'est en décembre. L'an prochain, à la fin de l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'on organise les primaires, on s'en occupe encore après. Donc on a l'impression qu'il y a une petite inquiétude là. Il va y avoir une primaire ou pas? Mais je ne comprends pas le fondement de cette inquiétude, puisque Nicolas Sarkozy vient de nommer Thierry Solaire à la tête d'un groupe qui organisera justement les primaires. Et ça va commencer à travailler dès maintenant. Ce que Nicolas Sarkozy a sans doute voulu dire, et alors là, pour le coup, c'est une préoccupation que je partage totalement, et on est un certain nombre à la partager, c'est que la priorité de 2015, c'est les élections locales. C'est les élections locales pour lesquelles nous avons besoin de nous rassembler. Le temps de la primaire, il vient après. Et tous ceux qui ont des ambitions pour la primaire, et ils sont nombreux à l'UMP, et ça ne vous a pas échappé, mais tous ceux qui ont des ambitions pour la primaire doivent les mettre en sourdine, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps du rassemblement. Et moi, j'irais même plus loin. Je dirais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre le luxe de la désunion. Aujourd'hui, si vous me permettez, et sans aller trop loin, je dirais que pour l'UMP, c'est s'unir ou prendre le risque de mourir. Alors, il y en a marre des gestions claniques, c'est ce que disait d'ailleurs M. Retailleau. Mais vous voyez, Bruno, avec sa sagesse sénatoriale, Bruno Retailleau a très bien dit ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre le luxe des divisions. Les électeurs n'en peuvent plus. Hier, je réunissais le comité départemental des militants des Yvelines. C'est revenu en permanence. Ils ne veulent plus de la guerre des chefs, ils ne veulent pas non plus de la guerre en dessous, ils ne veulent plus de guerre du tout. Ils veulent qu'on soit unis derrière un président qui est légitimé aujourd'hui par son élection. Parlons-en du président. Là. Il a été élu. Je dis ça avec des militants qui ont peut-être voté Le Maire, qui ont peut-être voté Mariton, qui n'ont peut-être pas voté Sarkozy du tout, mais qui aujourd'hui considèrent... Vous voulez vous attaquer aux ambitions des candidats à la primaire. Vous l'avez dit à François Fillon, vous allez le dire à Alain Juppé. J'ai tout à fait dit à François Fillon qu'aujourd'hui, il fallait jouer collectif et que nous devions prendre le parti du rassemblement. Mais justement, là, Nicolas Sarkozy a été élu. Que les électeurs ne lui pardonneraient pas autre chose. Est-ce que vous dites, aujourd'hui, l'UMP a un patron, ça y est, l'union est en marche? C'est ce que vous dites aujourd'hui? Je dirais qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne ménage pas ses efforts pour rassembler autour de lui. Et ça, il faut lui en donner acte. Je le vois aujourd'hui travailler, je le vois consulter, je le vois recevoir des parlementaires qui sont proches, mais aussi des parlementaires très éloignés. Et je pense qu'il fait ce travail de rassemblement. Maintenant, vous savez bien ce que c'est. Il suffit pas qu'il y en ait un qui veuille rassembler. Il faut que tout le monde accepte la légitimité de cette élection qui a donné un score net à Nicolas Sarkozy, qui s'est déroulé dans des conditions sereines et qui tourne la page, je le dis, des divisions de 2012-2013 et qui doit tourner cette page. Alors vous-même, Madame Pécresse, vous êtes une proche de François Fillon.
Et vous avez apporté votre soutien à M. Sarkozy pour cette élection à la présidence de l'UMP. Et vous le connaissez bien, hein, vous avez été sa ministre. Si je vous demande en 2 mots de me décrire, de me qualifier M. Sarkozy, qu'est-ce que vous diriez? En 2 mots, 2 qualificatifs. Aujourd'hui, Oui. je dirais dynamique. Et je dirais entraînant. Entraînant, c'est un mot important parce que ça veut dire qu'il a cette capacité à remettre en mouvement une famille politique qui est quand même marquée par 2 ans de parce que ce sont 2 qualités qui ont toujours été les siennes. Tout le monde le reconnaît. Hein. Ah, mais il n'a pas changé. Ses ennemis comme ses amis. Il n'a pas changé, il a appris. Voilà. Et 2 mots pour François Fillon. Et pour François Fillon, je dirais l'honnêteté et le courage. Vous le soutenez toujours pour la primaire, par ailleurs. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui... Pour que ce soit clair. Moi, je ne soutiens personne pour la primaire. Moi, j'ai dit que 2017, c'était 2017, et qu'on verrait en 2017 qui serait le mieux placé pour faire gagner nos convictions. Je ne suis une femme libre. En revanche, je suis très proche de François Fillon dans le diagnostic qu'il pose sur la société française et surtout dans les propositions qu'il apporte. J'ai eu quelques petits passes d'armes avec Nicolas Sarkozy sur la question des 35 heures. Moi, personnellement, je pense qu'il faudra augmenter le temps de travail, qu'il faudra aussi augmenter les salaires, mais qu'on ne pourra pas augmenter, on ne pourra pas faire 39 heures, payer 39. Ça n'est pas réaliste. On a eu des petites divergences sur la question de la dette, sur la question des retraites. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus de démagogie en politique et il faut vraiment dire la vérité. Et je pense que François Fillon parle un discours de vérité, parle un discours extrêmement courageux qu'il faut entendre dans le débat politique. Alors justement, ça nous amène à parler de votre parti, de l'identité, pardon, de l'identité de votre parti, donc je bégaye ma parole. Vous allez vous attaquer donc au projet. Vous m'intimidez, oui. On va donc s'attaquer au projet. Et quelles sont les lignes forces que vous souhaitez pour ce projet ? Aujourd'hui, on a 2 sujets. C'est comment est-ce qu'on ramène la croissance dans notre pays. Vraiment, on le voit, les inégalités n'ont jamais été aussi grandes. Je sais que Manuel Valls va prononcer un discours sur les inégalités demain. Moi, je voudrais lui dire très gentiment, aujourd'hui, c'est les entreprises qui créent la richesse dans notre pays. Et on ne peut pas, aujourd'hui, faire un environnement défavorable à la création d'emplois. Or, c'est ce que le gouvernement s'emploie à faire depuis 3 ans. Pour prendre l'exemple de la région Île-de-France, qui est celui que je connais le mieux, on a augmenté d'1 milliard d'euros toutes les taxes sur les parkings, sur les bureaux, sur les taxes foncières, maintenant le versement transport, 1 milliard d'euros de taxes supplémentaires sur les entreprises franciliennes qui n'en peuvent plus, une loi Duflot qui gèle le logement. Enfin, on a une région qui est en panne, on a une région qui est fracturée, on a une région qui est polluée. Enfin, on a l'impression que rien n'est fait pour attirer. Or, aujourd'hui, on est dans une compétition qui est mondiale. On doit attirer les investisseurs chez nous, on doit créer un environnement pour la croissance chez nous. Et c'est ça la première priorité. La deuxième priorité, c'est comment on fait survivre le modèle social français, comment on le finance dans ce contexte de croissance qui est pour l'instant molle. Donc il faut d'abord la croissance et ensuite sauver le modèle social. Ça va être 2 priorités. J'aurai une 3e priorité, si vous me le permettez, l'éducation. Parce que notre système éducatif est en train, là aussi, de sombrer. Et moi, il sombre dans l'indifférence générale, avec une université à qui on coupe les vivres, avec une école où on n'arrive plus à recruter d'enseignants. Donc moi, je vais vous le dire, l'éducation, ce sera une priorité personnelle que je mettrai au programme de Nicolas Sarkozy. Alors, ce programme, pour le réaliser, comme vous disiez tout à l'heure, il faut l'unité. On a vu, l'organigramme du parti est quasiment bouclé. Hein. Monsieur Sarkozy a nommé son numéro 2, son numéro 3, Nathalie Kosciusko-Morizet. On n'est plus très sûr entre le 2 qui est le 2 qui est le 3. Hein. Oui, ben ça a toujours été comme ça, l'UMP. Le 3 a toujours été plus important que le 2. Le 2, c'est plus... Jusqu'aux bagarres de bureau. Je vais avoir des ennuis avec Madame Kosciusko-Morizet si je dis qu'elle n'a pas la même importance que Monsieur Wauquiez. Mais bon, le fait est qu'elle a réussi à avoir des compétences élargies de sa fonction. Liberté de parole qu'elle a revendiquée. Liberté de parole notamment également. Bon, alors on peut dire NKM hein, à la gauche du président pour faire vite et puis Wauquiez à la droite. Comment est-ce que c'est dans la synthèse qu'on va réussir à faire un programme? L'UMP a toujours été diverse. On avait des centristes, des libéraux, des gaullistes, des souverainistes, des européens. Donc la diversité, c'est très bien à condition qu'il y ait un bon chef d'orchestre. Et je le dis parce que la polyphonie, moi j'aime ça, ma mère est corse, j'aime
j'aime les polyphonies. Mais les polyphonies, oui, c'est beau. La cacophonie, c'est pas beau. Donc oui à la polyphonie, non à la cacophonie. On a besoin aujourd'hui que tous les instruments de l'UMP jouent à l'unisson. Donc si on a des états d'âme sur certaines positions de l'UMP, eh bien on peut les exprimer, mais mezzo voce. Et je le dis d'autant plus... Mais non, mais je le dis par exemple... Non, mais prenons... Plutôt à NKM ou plutôt à Laurent Wauquiez? Mais aux deux, parce que la vérité, c'est que la ligne de l'UMP, elle va être déterminée par les militants. Elle ne sera pas déterminée par un tel ou par un tel, quel que soit son poste. Elle sera déterminée par les militants. Avec des référendums? Mais bien sûr, il va falloir les faire voter sur une ligne. On va travailler, on va les faire voter sur une ligne. Je prends un seul exemple, la loi Taubira. La loi de Taubira sur le mariage pour tous. Vous savez que Laurent Wauquiez est pour l'abrogation. Vous savez que Nathalie Kosciusko est contre l'abrogation. Mais entre les deux, il y a une voie moyenne, qui est la mienne, qui est celle de la réécriture, notamment sur les aspects de filiation. Moi, je pense que sur cette voie moyenne, on peut dégager un consensus à l'UMP. On n'abroge pas, mais on réécrit une partie de la loi sur les aspects de filiation, notamment pour interdire la GPA, la PMA, etc. Je pense qu'on peut arriver à un consensus. Mais ce ne sera ni le consensus de l'un, ni le consensus de l'autre. Et si on arrive à cette ligne de l'UMP, eh bien à un moment donné, il faudra que chacun dise la ligne c'est ça. Moi je pense peut-être un peu différemment, mais la ligne c'est ça. Et vraiment, c'est du respect pour nos militants dont il s'agit. C'est du respect pour eux, pour le travail qu'ils font, pour la foi qu'ils mettent en nous. On doit arrêter d'avoir une bataille d'ego, on doit être au service d'un collectif, d'une équipe. Alors, M. Sarkozy dit également qu'il veut construire un grand parti, qu'il veut le refonder. Et ça va être quoi ce nouveau parti par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui? L'ambition aujourd'hui, notre ambition, ça doit être de ramener à nous des nouveaux militants. Oui, je crois que c'est 500 000, hein, il a mis la barre à 500 000. Moi, 500 000 adhérents. Je suis bien placé pour vous dire, et je le vois en Ile-de-France, que beaucoup de nos adhérents, écœurés par nos guéguerres intestines, se sont détournés de nous, qui n'ont pas réadhéré. Là, aujourd'hui, il y a un vrai intérêt à nouveau pour l'UMP, parce que l'idée, c'est que nous avons un chef, et que nous avons été capables de le désigner dans une procédure incontestable. Donc ça crée un élément d'attirance et de curiosité. C'est vrai que nous avons des nouvelles adhésions en ce moment. Il y a pas mal d'adhésions qui affluent. Maintenant, pour consolider ce socle, cet intérêt des électeurs et des Français, il faut qu'on arrive avec des propositions claires. Il faut qu'on dise ce qu'on fera sur les 35 heures. Il faut qu'on dise ce qu'on fera sur les retraites. Il faut qu'on dise ce qu'on fera sur l'environnement. Il faut qu'on dise ce qu'on fera sur l'éducation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une ligne à déterminer et cette ligne, elle se déterminera ensemble. Vous êtes attendu, bien sûr, sur tous les sujets. Est-ce que Nicolas Sarkozy a fait une campagne trop à droite, selon vous? C'est ce que certains lui reprochent, vous le savez, en interne. Écoutez, il a fait la campagne qu'il a voulu, il a gagné. Est-ce que vous attendez un rééquilibrage de sa part maintenant? Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas entendu de propositions dans cette campagne. Donc aujourd'hui, les propositions, il faut les mettre sur la table et il faut qu'on en discute. J'ai encore deux toutes petites questions. Le changement de nom, vous êtes pour, vous êtes contre? Pour moi, changement de nom de l'UMP. Pour moi, ripolliner sans changer les pratiques, ça ne sert à rien. Donc il faut aussi des pratiques complètement nouvelles. Vous n'êtes pas contre le changement de nom? Non, moi je ne suis pas contre le changement de nom, à condition que ce ne soit pas un prétexte pour ne rien changer du tout. D'accord. Et vous avez une idée du nom que ça pourrait être? Aucune, mais je pense que si on peut faire preuve de créativité, pourquoi pas. Encore une question alors. Oui, j'ai encore une question. Le groupe communiste au Conseil de Paris veut faire du logement social dans le siège de l'UMP rue de Vaugirard. Vous en pensez quoi? S'ils croient que les bureaux sont inoccupés, ils se trompent. Et on y travaille énormément. Et donc, je crois qu'ils devraient s'occuper plutôt d'un certain nombre de lieux inoccupés. Moi, je pense par exemple aux logements dans les lycées d'Île-de-France, dont un certain nombre sont vacants faute d'attribution, par exemple. Alors, il faut quand même qu'on dise un mot sur le résultat de la législative partielle dans l'Aube, hein, où un candidat UMP va faire face à un candidat du Front National dimanche, pour remplacer donc François Baroin, devenu sénateur, Valérie Pécresse. On a vu que le PS avait été éliminé avec donc une nouvelle débâcle. Est-ce que vous imaginez un PS demain rayé de la carte électorale? Aujourd'hui, on voit bien le désespoir des électeurs de gauche qui se manifestent scrutin après scrutin. C'est mauvais. Mais c'est un désespoir qui est explicable, si vous voulez. Quand vous avez un président de la République qui a promis des choses et qui fait l'inverse ou qui, de promesse en promesse, déçoit ses électeurs, hein, que ce soit sur le chômage, sur la croissance, sur tout. Et ça vous inquiète, vous trouvez ça inquiétant pour le fonctionnement démocratique? Oui, je trouve ça inquiétant pour le fonctionnement démocratique parce que derrière, il y a la décrédibilisation de la parole politique. Et moi, je le sens même quand je dois m'adresser à des personnes qui me rencontrent dans la rue, qui me sollicitent, qui me disent qu'ils ont des problèmes. Il y a une décrédibilisation de la parole. Et je pense qu'on ne regagnera la confiance, bizarrement, que par la base, que par les élections locales. C'est aussi pour ça que je pense que c'est un combat fondateur de 2015, parce que les maires, eux, ils sont comptables.
Quand un maire fait une bêtise, il est tout de suite responsable, que ce soit sur un trottoir, que ce soit sur une école, que ce soit sur une question de sécurité. Donc le maire est tout de suite responsable et quand il prend un engagement, il doit le tenir. Donc c'est à partir des tissus des élus locaux qu'on pourra reconstruire la crédibilité du politique. Merci Nadège Peuljac. Perrine Tarnaud arrive maintenant donc pour évoquer la campagne des régionales. Je le disais tout à l'heure que vous allez coordonner pour l'UMP, mais que vous menez déjà en Ile-de-France contre le président actuel, Jean-Paul Huchon. Dernier bras de fer sur les transports, même si la dernière initiative de la majorité a tout pour plaire aux Franciliens. Les explications de Jérôme Rabier. Jean-Paul Huchon a le sourire. Il faut dire que ce matin, il vient vanter une mesure assez facile à présenter aux Franciliens, la création d'une carte Navigo à tarif unique, 70 €. La concrétisation d'une promesse qu'il avait faite dans l'entre-deux-tours des élections régionales de 2010 pour rallier les écologistes à sa liste. On a bataillé longtemps avec le gouvernement pour avoir les financements des investissements nécessaires et maintenant on le fait. Moi je fais ce que j'ai dit que je ferais, c'est une promesse qui va être tenue tout simplement. Il aura donc fallu 5 ans pour sa mise en place, mais la mesure est bien accueillie. Je trouve que ça serait bien comme ça parce que pour les banlieusards, c'est quand même intéressant. Concrètement, cette mesure permet d'en finir avec la tarification par zone, le prix actuel de la carte Navigo variant de 59 € à 113,20 € en fonction des distances utilisées. Dès septembre 2015, tous les Franciliens paieront 70 € pour se déplacer dans l'ensemble de la région. Si Jean-Paul Huchon est très satisfait, les écologistes rappellent que cette idée, c'est d'abord la leur. Cette mesure qui était écologiste au départ, au fil des années, au fil des discussions, le dézonage le week-end, le dézonage pendant les vacances, est devenue une mesure portée par toute la majorité. Et aujourd'hui, elle aboutit et on en est satisfait. Un aboutissement qui a un coût évalué à 400 millions € par an minimum. Alors pour trouver ces fonds, Jean-Paul Huchon a fait appel aux entreprises. Celles situées à Paris et dans les communes limitrophes verront leur versement transport augmenter. Et près de 200 millions € viendront d'un redéploiement de budget à la région. Si la Chambre de commerce et d'industrie francilienne a validé l'accord, le MEDEF Île-de-France est lui opposé à cette mise en place. Sur le fond, c'est une bonne mesure. Simplement, ce que nous pensons, c'est que c'est une mesure qui peut être prise en période de croissance, lorsque les entreprises ont de l'argent et que nous avons les moyens de faire ce type de mesure. Une mesure qui sera effective en septembre 2015, 3 mois seulement avant les élections régionales. Et la gauche compte bien s'en servir pour conserver la région Île-de-France. Ah ben voilà donc un argument qui comptera dans la campagne. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Vos questions à Valérie Pécresse. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, non? Le pass Navigo unique pour les Franciliens, notamment peut-être pour les habitants de votre département, les Yvelines. Ah ben, le pass unique, on a été très nombreux à être favorables à l'idée, c'est-à-dire que les habitants de Grande Couronne payent la même chose que ceux de la Petite Couronne parce qu'ils ont une offre de transport qui est totalement médiocre et qui ne s'est pas améliorée depuis des années alors qu'on réclame un plan hors sec transport. Donc c'est une bonne nouvelle? Non, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau électoral totalement empoisonné parce qu'on n'a pas l'argent pour le payer. Parce que ça ne coûte pas du tout 400 millions € comme on le dit, ça coûte 550 millions €. C'était la dernière étude qui a été faite en 2011 qui disait qu'il fallait trouver 550 millions pour le faire. Et Jean-Paul Huchon lui-même avait dit il y a quelques années, quand nous étions en débat, aux écologistes, il leur avait dit cet argent, nous ne l'avons pas, et cet argent, je ne peux pas le prendre sur les investissements transport qui sont absolument indispensables. Mais visiblement, il a mis 4 ans pour trouver cet argent, mais il l'a trouvé. Mais bien sûr que non, il ne l'a pas trouvé. Il vous vend du vent, madame. Il dit qu'il va trouver ça par redéploiement. Mais bien sûr, mais de toute façon, personne ne pourra vérifier ses dires, puisqu'il va faire entrer ce pass Navigo en vigueur au 1er octobre 2015, alors que les élections sont en décembre. Donc personne ne pourra vérifier s'il a cet argent. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est un merveilleux argument de campagne pour lui, mais pas du qui tout. visiblement souhaite repartir pour un 4e mandat. Mais pas du tout, parce que je pense que les Franciliens vont se rendre compte qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit payer la facture. Et si c'est pas l'usager qui paye, c'est donc le contribuable. Ou alors, si c'est pas le contribuable... Oui, les entreprises ne payeront... Alors, les entreprises ne payeront que 200 millions €. Il manque 300 millions € à trouver sur le budget de l'Île-de-France. Donc vous dites que ce sont les contribuables après les élections régionales de décembre 2015 Ce que je dis, c'est que de deux choses, il faudra que quelqu'un paye. Donc de deux choses l'une, soit Jean-Paul Huchon sacrifiera les investissements transport,
qui sont absolument urgents et nécessaires. Je vous rappelle que les usagers sont contre cette mesure. Les associations d'usagers ont dit que c'était une fausse bonne idée parce que ce dont ils avaient besoin, c'était de transports neufs, de nouvelles lignes, des trains chauffés, des trains éclairés et donc de confort et des trains qui arrivent à l'heure. Ils ont dit, nous voulons la qualité de service, pas la baisse des tarifs. Ce qui est intéressant... Mais ce n'est pas les tarifs qui financent, vous savez bien, ce n'est pas les voyageurs qui financent les infrastructures. Il y a d'autres financements qui sont très importants, qui viennent d'ailleurs. Vous rigolez, si on vous enlève 500 millions de financement par les tarifs, il faut les trouver. Mais il y a d'autres ressources, on le sait, il y a d'autres financements publics. 300 millions de trous, en 2 ans, c'est la rénovation d'un RER. Ça veut dire qu'en 2 ans, vous dépensez en baisse de tarifs le financement d'un RER. Alors moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est un cadeau électoral, démagogique, mais empoisonné. Et derrière, il faut trouver 300 millions d'euros. Alors moi, je dis que M. Valls, gouvernement, qui a approuvé la mise en place de ce pass, qui l'a béni, qui a autorisé l'augmentation de la fiscalité des entreprises, devra payer la facture des 300 millions d'euros. C'est pas à la région de sacrifier les investissements. Ce seront les contribuables. Ça n'est pas à la région de payer et ça n'est pas à la région d'augmenter les impôts. Je ne veux pas que la région soit obligée de payer. Vous demandez à Manuel Valls. Je demande d'abord à Jean-Paul Huchon qui va payer. Et comme il sera incapable de me répondre, je dis que ce n'est pas aux contribuables franciliens ni à la région de payer. Et ce n'est pas nos investissements qui doivent être sacrifiés. En tout cas, avec cette mesure, Jean-Paul Huchon, on semble bien reparti pour une nouvelle campagne électorale pour les régionales. Il est légitime à postuler pour un 4e mandat à la tête de l'Île-de-France. Oui, j'avais lu dans les statuts du Parti socialiste que c'était interdit de réinvestir pour un 4e mandat, mais je vois que les statuts sont faits pour être bafoués et que vraisemblablement Jean-Paul Huchon sera candidat. Il aura à répondre de 17 ans de bilan et je suis désolée mais de vous dire que pour tous ceux qui prennent les transports, pour tous ceux qui cherchent à se loger, aujourd'hui ou pour tous ceux qui cherchent un emploi, l'Île-de-France est une région en panne, je l'ai dit, c'est une région fracturée, c'est la région l'une des plus polluées. Alors le bilan de 17 ans de gouvernement socialiste et vert, permettez-moi de vous dire qu'il est particulièrement calamiteux. Vous allez incarner la liste a priori pour l'UMP. Alors j'ai vu qu'il y avait un ticket Guénaud-Douillet qui semblerait se former. Est-ce qu'il va y avoir une primaire au sein de l'UMP pour la tête de liste pour les régionales Île-de-France? Écoutez, moi, je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit. Je trace mon sillon. Mon engagement. Écoutez, il y a une rumeur par semaine. Je trace mon sillon. Celle-ci a été rapportée publiquement par Rachida Dati, c'est bien cela. Écoutez, j'attends d'avoir plus de précisions. En tout cas, David Douillet m'a demandé... Est-ce que vous pensez être la candidate naturelle ? Et incontournable. Je vais vous dire, c'est pas comme ça que je raisonne. Moi, mon engagement, il est authentique. Ça fait 4 ans que je sillonne cette région pour en résoudre les problèmes. En tant qu'opposante, j'ai résolu un problème de manque de matériel sur le RERD. C'est moi qui suis allée trouver des rames à vendre en Nord-Pas-de-Calais. C'est moi qui me suis battue pour les bourses des infirmières. C'est moi qui me suis battue pour le tramway qui arrive à Vélizy-Châtillon pour recapitaliser l'entreprise L'Or qui faisait faillite. Donc je me bats au quotidien pour les Franciliens. Je me bats depuis 4 ans. Il y a rien de calculé d'opportuniste, tout est authentique et sincère dans mon engagement. Et d'ailleurs, David Douillet m'a demandé de faire tandem avec moi dans les Yvelines. Donc je suis désolée de vous le dire, que ça bat en brèche un tout petit peu votre rumeur. Donc vous serez bien la candidate de l'UMP pour les régionales en Île-de-France. Je serai candidate. Vous êtes la chargée de coordonner cette campagne pour l'UMP, donc a priori vous avez le poste pour superviser l'ensemble, y compris l'Île-de-France. En tout cas, je mettrai tout mon savoir-faire, mon engagement et ma connaissance du fait régional au service de ma famille politique. Alors, quelques questions d'actualité pour finir cette émission, quelques questions aussi parisiennes et franciliennes. Tout d'abord, la vente de 49,9% du capital de l'aéroport de Toulouse par l'État à un consortium chinois. Est-ce que c'est légitime selon vous ? Je suis un peu perplexe sur cette vente parce que j'ai l'impression qu'on nous dissimule des choses. On nous dit ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas majoritaires. Et puis on nous dit ah mais finalement il y a un pacte d'actionnaires qui fait qu'en réalité de fait ils sont majoritaires. Donc moi ce que j'aime pas c'est qu'on avance masqué. Si le gouvernement accueille des investisseurs chinois, qu'ils le disent, qu'il ait, j'allais dire, l'honnêteté, la sincérité de dire la vérité aux Français, qu'ils n'essayent pas de la masquer. Moi, est-ce qu'on peut vendre un aéroport à des investisseurs étrangers ? Moi, je suis partagée. Je suis des actifs stratégiques. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a des actifs qui sont stratégiques. Un aéroport, notamment à Toulouse, dans une région qui est connue pour sa recherche spatiale, aéronautique, pour des activités qui sont des activités, j'allais dire, sensibles parfois, avec des applications militaires. Je suis dubitative sur le bien fondé de cette vente.
On avance avec le tacle du jour qui est signé Ségolène Royal, qui juge absurde la décision d'Anne Hidalgo d'interdire les feux de cheminée. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ségolène Royal? Mais ce n'est pas une décision d'Anne Hidalgo. C'est un décret, s'il me semble. Donc le gouvernement est responsable. Écoutez, moi, ce que je vais vous dire, c'est que moi, je considère effectivement, et j'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, que cette interdiction des feux de cheminée est juste absurde. Elle est absurde parce que ça me fait penser à, vous savez, ces écologistes qui disent la couche d'ozone est trouée par la méthanisation des ruminants, donc il faudrait qu'on mange plus de viande pour qu'il y ait moins de vaches, pour qu'il y ait moins de trous dans la couche d'ozone. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Oui. Mais scientifiquement, c'est certainement faux. Si vous voulez, scientifiquement, c'est pas faux. Scientifiquement, bien entendu, comme les feux de cheminée créent des particules fines, rien n'est faux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un cache-texte concernant la pollution de l'air à Paris. Voilà, la dégradation de la qualité de l'air, comme la dégradation de la couche d'ozone, ne sont pas dues ni aux vaches ni aux feux de cheminée. Et donc on ne va pas. Mais non, mais c'est ça la vérité. Donc la vérité, c'est qu'on a des polluants, et c'est contre ces polluants qu'il faut lutter. Alors, et dans les polluants, permettez-moi de le dire, il y a le plan de circulation à Paris. Plan de circulation de M. Delanoë. Le plan de circulation de M. Delanoë et des Verts à Paris a créé des embouteillages inouïs. Il y a moins de voitures dans la capitale depuis. Mais moins de voitures ne veut pas dire moins de pollution, cher ami. Quand les voitures sont à l'arrêt dans des embouteillages, il y a plus de pollution. Et malheureusement, la pollution à Paris s'est aggravée. Oui. Et donc aujourd'hui, on répare, en interdisant les feux de cheminée, une situation qu'on a nous-mêmes créée, que la pollution à Paris, enfin qu'on a nous-mêmes créée, les maires de Paris ont créée. Et Anne Hidalgo qui veut interdire maintenant, à partir de 2020, toutes les voitures qui roulent au diesel dans Paris. Ça, vous approuvez ? Sur cette question des voitures diesel, moi je vais vous dire... Ça touche directement les habitants de banlieue par exemple. Moi je pense qu'on ne peut pas prendre des mesures dans Paris intramuros. Il y a une forme d'égoïsme parisien qui est juste plus acceptable pour tous ceux qui n'habitent pas Paris. Je suis désolée de vous dire que si Paris est traversé par des voitures, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Et on revient au pass Navigo à tarif unique. Voilà, quand on n'a pas l'argent pour investir, et aujourd'hui nous n'avons pas assez d'argent pour investir dans le Grand Paris, le gouvernement ne met pas cet argent. Quand on n'a pas assez d'argent pour investir dans les transports en commun, on ne peut pas autoriser la maire de Paris à piétoniser unilatéralement tout un quartier. Moi je ne suis pas contre, mais toutes ces décisions elles doivent se prendre à l'échelle de la région Île-de-France. Il n'est pas possible qu'un maire, fût-ce le maire de Paris, prenne des décisions qui auront un impact totalement défavorable sur toute la région. Et sur la question des diesels, n'oublions pas qu'il y a énormément de familles modestes qui roulent en diesel parce que c'est moins cher. Et donc on ne peut pas, sans transition... Oui, mais exactement. Donc on ne peut pas, sans transition, proclamer la fin du diesel sans une compensation très forte pour les familles modestes, les artisans, les commerçants qui utilisent le diesel parce que c'était moins cher et parce qu'on a artificiellement promu le diesel. Donc vous avez hâte de noyer le pouvoir d'Anne Hidalgo dans un grand Paris dont vous seriez peut-être la maîtresse avec d'autres à l'UMP. Non, mais je crois au dialogue et je crois au rassemblement. Je le crois dans ma famille politique, je le crois au niveau régional. Je pense qu'on ne peut plus jouer cavalier seul dans une région de 12 millions d'habitants qui a vocation à être la région capitale. C'est Paris et l'Île-de-France. D'ailleurs, que ce soit sur les Jeux Olympiques où on s'aperçoit qu'on a besoin de l'Île-de-France, que ce soit sur l'exposition universelle, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est qu'on vit à Paris, on travaille en banlieue, on vit en banlieue, on travaille à Paris. Nous nous enrichissons mutuellement. Et il ne peut pas y avoir les riches au centre et les laisser pour compte à la périphérie. Et je me battrai contre ces fractures. Toute dernière question, est-ce qu'il faut ou non interdire les crèches dans les lieux publics ? Quand vous dites les crèches, de Noël. Les crèches de Noël, oui, parce que j'ai eu un moment, je me suis dit, on va garder on va retourner à la maison, on garde les enfants. C'est mon féminisme. Vous avez parlé de la laïcité au début de cette émission à propos de la burqa. Est-ce que donc dans la logique, effectivement, il faut aussi éviter qu'il y ait des représentations religieuses comme la crèche de Noël dans les édifices publics à la mairie? Écoutez, moi je vais vous dire, en matière de laïcité, il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures. Le Premier ministre ne peut pas nous dire sur les crèches on applique la loi et sur la burqa c'est pas grave si on l'applique pas. Donc moi j'attends qu'il y ait une position claire et cette position, si c'est le respect intégral de la loi, ça doit l'être et pour les crèches et pour la burqa. On ne sacrifiera pas les traditions au profit d'autres. Oui, parce qu'après les crèches, il y aura la galette des rois au mois de janvier. La galette des rois et les arbres de Noël, parce que c'est quand même des arbres de l'hiver. Enfin bon, il y a un vrai sujet sur Noël. Merci Valérie Pécresse d'avoir été avec nous. Merci Perrine. Bonsoir à tous et à très vite.